Bonjour à tout le monde. Merci pour être présent à la dernière matinale de cette série. Aujourd'hui, on ira dans le 06 à Aiglun pour voir un peu qu'est-ce qui s'était fait pour améliorer la qualité, la diversité d'une forêt qui est zone de captage euh, pour la cascade d'Aiglun. Et on échangera avec Anthony Salomon, le maire d'Aiglun, et Fabien Chaudy de l'ONF, sur du projet à l'ONF. Simplement, vous rappeler très brièvement le principe, voilà, la série était financée par l'agence de l'eau, la Société Canal de Provence et le Rotary Club. Et les matinales, du coup, voilà, terminent aujourd'hui, mais sont toujours disponibles dans notre playlist YouTube, FNEPACA. Il suffit de taper, voilà, YouTube FNEPACA. Ça coule de source sur YouTube et vous allez tomber directement sur ça. Vous rappelez aussi qu'on a les replays de ces matinales-là qui sont accessibles toujours sur notre chaîne YouTube. Encore une fois, en tapant matinale, ça coule de source. On passe direct à la vidéo pour pouvoir après échanger ensemble avec Anthony et Fabien. À tout à l'heure. Nichée dans la commune perchée d'Aiglun, dans les Alpes-Maritimes, la cascade de Végué est une véritable source de vie pour un écosystème exceptionnel de cours d'eau et de forêts. Mais c'est également un point stratégique de l'approvisionnement en eau potable pour les villes du littoral, notamment la métropole de Nice. La sécheresse de 2022-2023 a mis en exergue sa fragilité et fut le point de départ d'une nouvelle gestion de l'eau à l'échelle de ce territoire. La démarche déployée progressivement s'articule autour d'une réflexion globale relative au débit réservé de la cascade, dans l'objectif de maintenir la quantité d'eau nécessaire à sa survie, de travaux de rénovation des réseaux de captage en amont et du canal agricole en aval afin d'éviter les fuites. Enfin, et c'est ce qui nous intéresse dans cet épisode, de la reconstitution d'une forêt plus diversifiée, en appliquant la technique d'une sylviculture mélangée à couvert continu, ce qui permettra une meilleure protection des sols, véritables éponges qui filtrent, restituent et alimentent en eau les zones de captage. On est devant la cascade de Végué, site classé depuis 1933. La population d'Aiglun est très attachée à ce joyau. Quand on a eu la sécheresse en 2022-2023, qu'elle a vu que la cascade ne coulait plus, on avait des gens aussi qui montaient au village, qui voyaient qu'il n'y avait plus d'eau. Ça a alerté et alarmé tout le monde. On s'est vite rendu compte qu'il y avait quelques lacunes, notamment dans la déclaration d'utilité publique, qui normalement devait contenir un débit réservé à laisser à la cascade. C'est pour ça que lors de la sécheresse de 2022-2023, elle était vide. Et donc, on a travaillé justement à la mise en place du débit réservé pour pouvoir faire en sorte que quand il y ait une sécheresse marquée et importante, il puisse y avoir toujours de l'eau au milieu naturel, puisqu'on a aussi des espèces invertébrées uniques au monde, qui fait que voilà, tout ce joyau-là, il est important de préserver. Ici, on est en forêt communale d'Aiglun. On a réalisé le plan de gestion de la forêt. Et ici, on a fait celui de la commune d'Aiglun. Et ce document, on le rédige en concertation avec la commune. Ici, le souhait du maire a été de s'orienter en fait sur un plan de gestion lié en fait à tout ce qui va être l'eau. Très vite, en travaillant sur la gestion de l'eau, on s'est posé la question aussi de la forêt et on a saisi l'opportunité du renouvellement du plan d'aménagement forestier avec l'ONF, avec les services et Fabien Chaudy qui est venu notamment à la rencontre de la mairie pour entendre ses besoins. Et on a donc travaillé ensemble au fait qu'il y avait une évidence, c'est que la forêt joue un rôle fondamental dans le maintien de la ressource en eau et de sa qualité, avec tout le système racinaire qui permet de maintenir les sols et également de faire que l'eau percole de manière efficace dans ces sols pour pouvoir préserver cette ressource-là. Et donc, on a tout un plan d'aménagement ciblé qui permet de travailler à une gestion harmonisée de la forêt pour préserver son rôle qualitatif dans le maintien de la ressource en eau. Dans cette forêt, on a plusieurs types de peuplements forestiers. Tout en haut sur la crête, on va avoir une sapinière, donc avec des sapins qui eux sont dépérissants et qui souffrent du changement climatique. Tout en dessous, juste avant les barres, on va avoir ce qu'on appelle du hêtre, une hêtraie. Et juste derrière moi, de l'autre côté, on va avoir des pins sylvestres qui eux aussi souffrent à cause du changement climatique. Donc dans la forêt communale d'Aiglun, on retrouve un captage pour l'eau potable. Ici, on se situe sur le périmètre immédiat de ce captage, donc c'est vraiment la partie la plus sensible où vraiment on ne doit pas avoir de modification de terrain, où même les actions sont très limitées. Plus étendu, on va avoir le périmètre rapproché
rapproché, donc qui lui a aussi quelques contraintes, mais un peu moindres. Et enfin, on va avoir le périmètre éloigné de ce captage qui va être tout le bassin versant, donc tout ce que vous voyez autour de moi, toute la forêt communale d'Aiglun, qui va être le périmètre éloigné, donc qui en fait, va retenir toute l'eau et acheminer l'eau vers le périmètre immédiat de ce captage. Donc sur ce zonage, tout ce qu'on va mettre en place comme action ou même travaux est vraiment capital pour préserver cette ressource en eau et notamment sa qualité. On va essayer de diversifier ce peuplement de haies qui est sensible face au changement climatique, mais aussi la structure régulière qui est moins bonne, on va dire, pour un captage, avec cette structure irrégulière qui va permettre d'avoir ce couvert continu et notamment une résilience par rapport à tous les phénomènes climatiques qui pourraient se passer à l'avenir, donc notamment pour préserver cette qualité de l'eau. Ici, le travail est très complexe à mettre en œuvre, car c'est une forêt qui est très très pentue et peu accessible. Et donc, notamment grâce à ces captages et à l'agence de l'eau, on peut obtenir des financements pour irrégulariser les peuplements, pour garder ce couvert continu qui sont notamment mieux pour les captages avec cette qualité d'eau. Donc, le travail ici a été de faire des demandes de subventions pour créer en fait ce milieu irrégulier. Donc, on travaille là-dessus au fur et à mesure et c'est notamment inscrit dans le plan de gestion. Ça sera du coup porté pour éventuellement être fait. Et tout ce travail qui est mené sur la gestion locale ne sert pas que la commune d'Aiglun, puisqu'elle permet aussi d'assurer une eau de qualité à l'ensemble de la vallée de l'Estéron, jusqu'en rive droite du Var et le littoral niçois. Ça passe par une économie dans la consommation et notamment sur le littoral où souvent on voit qu'il y a énormément de consommation sans savoir que dès qu'on se sert au robinet, on impacte forcément une ressource quelque part. Et là, notamment, le fait qu'il y ait parfois des trop grandes consommations, on a vu que la cascade pouvait disparaître, alors que ce sont des joyaux déterminants dans le maintien d'écosystèmes et de la préservation des milieux naturels adjacents. Maintenir un débit d'eau suffisant dans la cascade, c'est assurer sa pureté et son oxygénation. Et c'est au dinocrasse que ça bénéficie. Ce petit insecte ailé vit à l'état de larve dans les cours d'eau limpides de montagne et fait partie des bioindicateurs de la qualité de l'eau. À l'âge adulte, il déploie ses ailes pour s'envoler et se reproduire à proximité de la cascade. À Aiglun, son habitat est directement dépendant de la bonne santé de la cascade. Alors vous voyez, quand on s'y met ensemble, ça coule de source. Et voilà. Alors, Anthony, je voulais te poser une question, mais en fait, ça existe qu'on ne respecte pas les débits réservés. C'est ça qui est incroyable, non? De dire, mais il y a pas qu'Aiglun, il y a des autres. Voilà, tu peux parler simplement brièvement sur ce sujet-là parce que, voilà, quand on en écoute ça, voilà, on reste un peu, Circonspect. voilà. Bonjour Mathia, bonjour à tous. Merci en tout cas pour ce très beau reportage avec des magnifiques images d'Aiglun. Alors nous, on est toujours friands d'avoir des belles images d'Aiglun, donc un très grand merci à toi et d'avoir éclairé aussi le travail de Fabien et de toute son équipe qui est assez exceptionnelle. Et on se réjouit encore d'avoir des ingénieurs forestiers qui ont un niveau de connaissance des enjeux de biodiversité qui soit aussi pointu. Donc, ça a permis de créer un plan d'aménagement forestier qui est venu corréler, comme tu le dis, une volonté d'avoir un débit réservé à la cascade de Végué, puisqu'on est le troisième point d'apport en eau potable des Alpes-Maritimes, avec 3 sources captées en haut de la cascade de Végué, donc sur le plateau du Végué, où on a une dérivation d'une grande partie des eaux, 190 litres secondes maximum par la déclaration d'utilité publique, ce qui est très important. Et derrière, on s'est rendu compte, en regardant de plus près cette DUP, qu'il n'y avait absolument aucun débit réservé, notamment en période de sécheresse, et c'est là qu'on a le plus besoin de débit réservé à cette cascade. Donc, on a travaillé avec diverses entités, divers services, justement en droit de cette cascade, puisqu'on a un milieu naturel, c'est souligné dans cette vidéo absolument exceptionnelle, avec de nombreux biologistes qui viennent ici parce qu'on a cette biologie extraordinaire. Vous parlez du dinocrasse, on a plusieurs espèces d'invertébrés. On a également des truites farios qui viennent remonter jusqu'au pied de la cascade. Donc, c'est un puits essentiel de biodiversité et surtout qui joue un rôle majeur, c'est souligné également,
dans le fait que cette eau fraîche vient se jeter dans l'Estéron, qui est donc une rivière de montagne labellisée rivière sauvage, donc avec une biodiversité exceptionnelle, qui est encore celle qui n'a aucun barrage sur son lit sur 66 km de long, depuis les Alpes de Haute-Provence jusque dans le Var. Donc c'est une richesse exceptionnelle. Et s'il n'y a pas cet apport en eau de la cascade de Végué, que la forêt vient soutenir, puisqu'elle vient faire percoler l'eau jusque dans les nappes souterraines, et c'est pour ça qu'on a travaillé sur cela, eh bien, on se rend compte que la rivière Estéron, elle se réchauffe très vite. On a pu avoir, lors des épisodes de sécheresse sévère, une eau à 30 degrés, ce qui est absolument énorme pour une rivière, sachant qu'on le sait que la truite fario va être en difficulté au-delà des températures de 24-25 degrés. Donc le rôle est à la fois fondamental d'un point de vue maintien des ripisylves, mais aussi de la thermie de l'eau qui permet de maintenir une biodiversité in situ qui a mis longtemps à se créer et qu'en très peu de temps, par des impacts qui sont irréfléchis, se retrouve dégradée fortement. Et on sait combien cette biodiversité est essentielle aujourd'hui au grand cycle de l'eau. Bravo, oui, Anthony, parce que tu as rappelé justement de la source jusqu'à. Effectivement, c'est ça le rôle aussi. Voilà, c'est pas que la cascade en soi, que c'est un joyau incroyable, mais en fait, c'est la continuité de cette eau-là qui nourrit le cours d'eau, qui est aussi exceptionnel. Donc, Fabien, si on peut revenir un peu avec toi sur ce qu'on voudrait faire, parce que je pense que vous êtes encore en attente de voir un peu avec l'agence de l'eau. Tu peux déjà rappeler peut-être pour des autres personnes qui voudraient tu vas entreprendre un peu des mêmes démarches, comment ça s'appelle, le type d'aide, et après un peu techniquement comment, ce qu'on pourrait faire, voilà, ou que les gens pourraient faire dans leur forêt, par exemple. Voilà. Alors oui, bah déjà bonjour à tous et encore merci pour cette superbe vidéo. C'est toujours plaisant de valoriser un peu le travail enfin, que font les forestiers parce que c'est quelque chose qu'on met peu en valeur. Alors pour faire très simple, on va dire que c'est ce genre de projet. Nous à l'ONF, on travaille pour les forêts publiques, donc on va plutôt s'orienter pour les propriétaires publics. Après, au niveau des privés, là, je ne saurais pas vraiment comment ça se passe. Mais en tout cas, en travaillant sur le projet d'Aiglun, nous, quand on réalise des aménagements forestiers, donc c'est un document de gestion, on a plusieurs parties, une partie contexte, ensuite on fait des inventaires en forêt, et ensuite on va faire des propositions de gestion, et on englobe vraiment tous les acteurs. En fait, les aménagements forestiers, ça vraiment concilie tous les enjeux, autant l'accueil du public, la préservation de la biodiversité, la production de bois, et même les risques naturels. Et quand on fait cet état des lieux, on se rend compte qu'on tombe par exemple voilà, sur des aires de captage qui doivent être protégées ou des actions doivent être encadrées. Et ensuite, au niveau de ce captage, on a fait quelques recherches avec les équipes de l'ONF et moi-même pour savoir comment on pourrait un peu mobiliser du bois tout en préservant la biodiversité, l'accueil du public, etc. On est tombé sur un document de l'agence de l'eau directement, qui en fait encourageait et pouvait financer des opérations d'irrégularisation autour de ces captages. Parce qu'on va dire qu'une structure irrégulière est quand même plus favorable à un captage, un captage d'eau de bonne on va dire de bonne vigueur, mais en tout cas en bon état. Donc là-dessus, en fait, on l'a inscrit dans le plan de gestion pour essayer de mettre ça directement en lien avec la forêt d'Aiglun, parce que c'est une forêt qui est quand même très compliquée d'accès, très pentue, et où en fait ces actions, ça coûte de l'argent et malheureusement, on ne peut pas toujours avoir de l'argent pour tout faire. Donc, il fallait qu'on essaye un peu de mobiliser plusieurs acteurs pour essayer de réaliser ça. Donc, actuellement, c'était porté par le plan de gestion. Le plan de gestion a été validé par à la fois la DDTM, mais aussi le préfet, parce que c'est des documents réglementaires. Et ensuite, a été appliqué par le technicien directement en place. Donc, c'est l'agent de terrain qui a un triage et qui a la commune d'Aiglun pour essayer de faire valoir ça directement. Alors, à l'heure actuelle,
il me semble on va dire que les robinets, pour pas faire de mauvais jeu de mots, mais que les robinets sont coupés au niveau des financements un peu à droite à gauche. Donc c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre et qui on espère un jour se fera, mais à l'heure actuelle c'est très compliqué, mais c'est des aides en tout cas qu'on pouvait retrouver dans les précédentes années. Donc j'espère vivement qu'un jour ça se fera parce qu'il y a quelque chose aussi qui rentre en compte là-dedans. C'est aussi le changement climatique et les peuplements forestiers sur la commune d'Aiglun sont en tout cas sensibles face à ça. On a déjà observé quelques dépérissements. C'est quand même un milieu qui reste assez frais et évidemment avec la cascade, donc on a une petite résilience liée à ça. Mais à l'avenir, il faudra quand même s'en inquiéter assez fortement. Donc, écoute, tu as tout cité dans la vidéo, en fait, sapinière, lettré et le pin sylvestre. Est-ce qu'il y a la possibilité de diversifier au niveau de la sapinière? On est déjà trop haut et il n'y a que le sapin qui domine. Ou il y a des possibilités d'ouvrir un peu le milieu pour. Comment Alors, dire, la colonisation, c'était naturel, c'était fruit de RTM, de replantation ou non? Alors, en tout cas, sur la forêt communale d'Aiglun, c'est pas issu du RTM, ça a été une colonisation naturelle. Donc, il y a eu plusieurs cycles, en fait, où il y a des arbres qui ont poussé, qui ont, on va dire, préparé le sol, préparé l'humus pour en accueillir d'autres. En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est la succession des différentes stades végétaux. Donc, sûrement, au début, il y avait potentiellement rien. Puis après, il y a eu les premiers bouleaux, les premiers pins. Puis après, en fait, avec un humus de meilleure qualité, une humidité un peu constante, on avait commencé à avoir du hêtre et des sapins qui sont plutôt des essences dryades, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que les derniers successeurs après ces essences pionnières. Donc non, ça n'a pas été issu de plantation RTM, que je rappelle, c'est la restauration des terrains en montagne qui a notamment, ce qui s'est fait connaître notamment par toutes ces plantations, ces campagnes de plantation énormes dans toutes les Alpes suite un peu au surpâturage, mais si ça n'a pas été le cas. En tout cas, pour ces notions si ces essences dépérissent comme le sapin ou le hêtre, il y a d'autres choses qui existent. Nous, ce qu'on fait généralement, il y a plusieurs choses. Donc, une adaptation directement de la part de l'essence en place, c'est-à-dire on laisse faire. Peut-être qu'elle va s'habituer. Niveau génétique, elle va devenir plus résistante et résiliente avec la régénération naturelle. On a aussi une action, ce qu'on appelle de migration assistée, c'est-à-dire qu'on va déplacer des essences plus au sud, comme en Turquie, en Tunisie, en Algérie, des choses comme ça, pour les faire migrer directement chez nous plus au nord parce qu'elles sont potentiellement adaptées. Et on a aussi directement, nous, on a la chance, on va dire, en région en région PACA, mais même dans le département du 06, c'est d'avoir un territoire qui va de 0 mètre à la mer à plus 3000 mètres. Donc, on a une amplitude assez grande en passant voilà, des chênaies vertes, pin à lait, jusqu'aux mélésins, voire aux alpages. Donc, on a cette capacité en fait à remonter aussi, nous, les essences en altitude. Donc, potentiellement avec des pins, des cèdres qui sont directement, on va dire, présents maintenant, ou même des chênes pubescentes, des chênes verts, un peu tout ça. Et au niveau, on va dire, de la sapinière, on pourrait très bien implanter soit par exemple des sapins méditerranéens, soit potentiellement du milèze, parce qu'il me semble que le sommet de la forêt d'Aiglun est quand même assez haut et serait acclimaté, on va dire, pour le mélèze. Et après, il y a plein d'autres choix qui pourraient être faits et qui mériteraient d'être étudiés. Ok. Pour avoir échangé avec des autres forestiers, si j'ai bien compris, les espèces qui sont face sud, normalement, sont plus résistantes et résilientes que celles de nord. Et les captages dans notre région sont plutôt en UBAC, à la Ouais. face nord, parce qu'il y a plus d'humidité et tout. Cette Mhm. espèce de... Vous avez jamais essayé à prendre des graines ou des plantes, je sais pas, qui sont exposées plus au sud pour voir qu'est-ce que ça donne? Après, il faut du temps, on le sait. Ouais, voilà. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'en forêt, il faut être assez humble, parce que c'est quelque chose que même moi, si je plante un arbre, je le verrai grandir, mais je verrai pas de sa belle mort. Enfin, c'est quelque chose de très long. La forêt, ça se résume pas à une échelle de vie humaine. Pour répondre à ta question, c'est vrai que les essences qui sont en adré, du coup, sont plus résilientes, mais que forcément l'essence en UBAC, en tout cas, nous, on retrouve pas du tout les mêmes essences en UBAC qu'en adré, forcément. C'est quelque chose qu'on n'a jamais mis en place et pourquoi pas essayer.
J'avoue on l'a jamais fait parce que généralement, en fait, les essences qui se trouvent en Adré, Ouais, elles sont assez ce qu'on appelle rachitiques. ouais, Elles poussent très peu et on va dire que on essaye de tout concilier, donc autant la production de bois que la protection de la biodive, mais l'accueil du public, etc. Donc c'est des choses qu'on essaie de mettre en place, mais en tout cas ça on l'a pas trop fait, non. oui, oui, non, mais en fait, après, on fait un peu les sorciers, mais effectivement, ça va un peu loin peut-être. Et Anthony, écoute, un autre aspect très intéressant et important que tu soulignais dans la vidéo, c'est les consommations de littoral. Parce que vous pouvez essayer de faire le miracle chez vous, mais si le robinet ne se ferme un peu là où on consomme de plus, on aura toujours du mal. Est-ce qu'il y a, bon, des instances, oui, il y en a, mais quand tu vas parler dans ces instances où il y a les maires, un peu de toute, pas la région, je ne sais pas si la région ou le département, etc., euh, comment ça se passe? Est-ce que tu aurais un espèce de plaidoyer à faire, comme dire, voilà, je ne sais pas, tu as envie de dire Écoute, comment tu es reçu quand tu fais. En fait, les gens ne comprennent pas trop. Ils commencent à être intégrés ces limites, en fait, qui vont arriver tôt ou tard. Voilà. c'est un sujet sensible, c'est jamais évident de faire, de vulgariser, Mm. euh, on va dire, le grand cycle de l'eau, d'avoir une vision holistique de la gestion de l'eau. Ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est vrai que parfois, dans les syndicats, on se heurte, on va dire, à une méconnaissance de ces cycles-là. On voit bien qu'on est dans le temps long, hein. On parle de la forêt qui est naturelle. On sait que au début du XXe siècle, eh bien, tout cet tubac était complètement aride, hein, parce qu'il y avait du surpâturage, et que la forêt, en un siècle, elle s'est reconstituée, a créé toute cette biodiversité, cette diversité, hein, parce que c'est ce qui fait aujourd'hui que cette forêt est résiliente, c'est elle est diverse et qu'elle soit prise en main par des forestiers. Et ça, c'est parfois un petit peu frustrant pour un décideur local que face justement à une crise majeure, hein, qui est le réchauffement climatique, on se retrouve aujourd'hui à devoir batailler pour des fonds de financement, à devoir batailler pour que ces sujets soient pris en considération suffisamment haut pour qu'on se rende compte que c'est eux qui vont régir ces sujets-là, notre avenir, hein, notre cadre de vie de demain. Donc c'est quand même pour moi assez frustrant. Donc aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont mises en place, hein. On a l'Observatoire de l'eau du département, on a également les assises de l'eau. On a beaucoup on est les universitaires avec l'IMRED qui sont sur cette question-là. Mais voilà, on manque de moyens, de synergie, on manque voilà, d'une grande étape pour pouvoir faire en sorte que ces sujets-là reviennent sur le devant de la scène et soient pris en considération à leur juste valeur. Donc, nous, on essaie de faire à notre petite échelle. Comme tu dis, l'eau qui est consommée sur le littoral, elle vient impacter directement notre territoire. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre parfois. Pas forcément à l'usager, mais aussi aux décideurs, hein. Des fois, euh, on est censé préserver la ressource, on cherche toujours plus de ressources pour pouvoir alimenter cette consommation-là, alors qu'il suffit juste de la diminuer, ce qui ne va pas venir impacter l'économie, hein. Il y a des modèles qui viennent le prouver. Et derrière, ça veut dire qu'il faut juste une volonté politique et un nouveau modèle économique aussi qui se met en place entre l'amont et l'aval, puisque le grand principe des SDAGE, hein, c'est les schémas directeurs d'aménagement de gestion de l'eau, valorise justement cette solidarité amont-aval. Et on voit des fois, de la part de certains, voilà, une négation de cette problématique-là. Oui, quand on prend de l'eau au robinet sur l'aval d'un réseau d'eau, et on vient impacter une ressource. Et donc, avec des épisodes de sécheresse de plus en plus sévères, on accuse souvent la sécheresse, mais ce qui impacte vraiment énormément, c'est l'augmentation, hein, de 10 fois plus de la population, notamment dans les Alpes-Maritimes en été, et qui vient prendre énormément d'eau, sans compter aussi les pertes d'eau très importantes sur les réseaux d'eau brute qui ne sont pas prises en compte dans le calcul des rendements de réseau. Et là, on a une perte colossale avec aussi des enjeux sanitaires et des enjeux très forts. Donc, c'est des vrais enjeux d'aujourd'hui. On est dans le mur.
parfois sur ces sujets-là. Il faut vraiment acter ça et se retrousser les manches pour traiter ces sujets-là et placer des fonds de financement sur ces sujets-là qui sont pour moi prioritaires et majeurs. Oui, Anthony, parce qu'on le rappelle, j'avais présenté une vidéo que quelqu'un du parc des Préalpes m'avait dit qui utilise votre eau exactement? C'est un Tib, je pense. Alors, On arrive à le définir ou c'est compliqué parce qu'en fait, à un moment donné, comment? bah, les anciens, c'est un captage qui date des années 56. Ils ont fait un magnifique réseau d'eau qui a permis à nos villages, notamment dans la vallée, d'être alimentés en eau potable, hein. Alors qu'avant, bon, ils utilisaient les petites sources locales, des petites sources qu'aujourd'hui, on voit qui se sont taries, surtout en Adré. Donc, euh, heureusement qu'il y a eu cette anticipation-là. Ça, il faut évidemment le reconnaître. Derrière, on a toute la vallée de l'Estéron qui est alimentée. Donc, c'est des petits villages perchés, c'est pas une grande population. Et ensuite, le canal de Végué vient rejoindre le canal de la Gravière. Donc là, ça alimente toute la rive droite du Var, hein, de Gillette, Carrosse jusqu'à Saint-Janet. Et on va à Saint-Paul-de-Vence. Ça alimente aussi Cannes-sur-Mer. Donc, on a des grandes communes qui sont alimentées par l'eau des montagnes, qui est aujourd'hui l'eau la plus précieuse, je dirais, la plus qualitative, qui ne nécessite pas de pompage ou d'électricité et qui, par sa gravité, permet d'alimenter de manière très sobre l'ensemble des populations. Donc, c'est aussi un gros travail à réaliser euh, entre l'amont et l'aval en essayant de, voilà, de mesurer tous ces enjeux et de faire en sorte qu'on puisse faire perdurer la ressource en eau qui est absolument précieuse à la fois pour l'humain et pour une biodiversité exceptionnelle qui vient soutenir aussi la santé des humains. Oui. Et Anthony, quand tu parles de l'eau des montagnes, c'est très bien, et c'est depuis un peu toujours que la montagne et tout, mais on sait qu'avec le changement climatique, par exemple, ce qui a été le stockage virtuel de cette eau, c'était la neige, ou c'est encore la neige parce qu'on a encore quand même, mais que ça va être de plus en plus compliqué, ce stockage de neige, et c'est là qu'intervient la forêt, que c'est l'intermédiaire entre euh, cette eau-là qui tombe, ou la neige qui peut tomber, mais ça va fondre assez vite. Donc, on a plus ce stockage sur le sommet. Donc, cette eau devrait courir rapidement dans les cours d'eau. Et là, c'est le rôle du coup des forêts. Après, Fabien, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, si c'est vraiment rentrer aussi dans les esprits des gens de comprendre ça, du rôle des forêts et l'eau, que sans les forêts, difficilement on a l'eau dans certains secteurs, notamment dans notre région. Est-ce que c'est vraiment acquis ça avec, je ne sais pas, les élus, le public, c'est encore difficile? Comment tu le vois, toi, en tant qu'agent de terrain qui parle avec les élus, voilà, du public? Alors, c'est sûr que la ressource en eau dans les années à venir, pour l'instant, elle est censée diminuer, sur qu'on a moins de neige, on a moins de gros enneignements comme on peut avoir par le passé. Et c'est vrai qu'en fait, bah, la forêt, très clairement, bah, c'est un milieu qui retient l'eau, qui va même attirer techniquement presque les pluies ou les choses comme ça. On va dire qu'une neige sur un sommet, elle va fondre là, c'est vraiment un ordre d'idée, mais peut-être 2 fois plus vite que sous un couvert forestier. Donc parce que ça va la protéger au niveau de l'eau, mais garder une certaine humidité, une certaine fraîcheur. Donc c'est sûr que la forêt, ça joue un rôle là-dessus. Et de par, voilà, comme tu l'avais dit tout à l'heure, Mathia, de par, on va dire, le système racinaire, etc., ça va créer aussi de la porosité dans le sol pour directement alimenter les nappes. Donc c'est sûr que sans forêt, bah, ça va créer beaucoup de ruissellement, ça peut engendrer, du coup, là, je parle plutôt côté risque ONF, ça peut créer bah, beaucoup de crues torrentielles parce que les arbres, ça sert aussi par le système racinaire à maintenir le sol, à atténuer les ruissellements. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc la forêt, c'est un vrai rôle dans la gestion de l'eau complètement. Ouais. Bah oui, il faut le rappeler parce que malheureusement, on a un peu oublié. Il suffit de regarder un peu les photos historiques sur les crues qu'il y avait dans les Hautes-Alpes, dans les Hautes, partout, en fait, dans notre région. Parce que justement, il y avait du déboisement, du surpâturage qui, justement, avait rétréci énormément les forêts. Donc voilà, n'oublions pas, hein, les forêts sont essentielles
pour s'adapter aux défis de demain de changement climatique sur notre territoire. C'est 10h02, donc on cherche de garder. Je vous remercie énormément, ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Je rappelle encore une fois que voilà, je remercie encore l'Agence de l'eau et la Société Canal de Provence qui nous ont aidés financièrement pour monter et les vidéos et les matinales. Et bah, je vous dis à des prochaines matinales parce qu'il y aura une nouvelle série de films qu'on va faire sur les solutions fondées sur la nature. Donc, on va faire 4 petites vidéos dans la région sur les solutions fondées sur la nature et on fera des matinales aussi. Donc, voilà. Je vous invite à rester éveillé sur nos réseaux sociaux et tout pour voir un peu d'ici un an avant ce nouveau projet. Merci beaucoup. Bonne matinée Merci à toi. et à très bientôt. Merci à Fabien. Au revoir. Ciao. Merci à vous Ciao. tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.